une nouvelle façon de voyager. Ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de la soirée. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de juin 2020. L'ordre du jour de la présente session comporte 5 points que vous retrouverez dans ce reportage de Esther Aida. Cette présente session du Conseil supérieur de la communication se tient dans un contexte sociopolitique particulier, imposant aux médias un traitement plus professionnel de l'actualité. C'est en ce sens que le président du Conseil supérieur de la communication, dans son discours, est revenu sur leur mission d'informer, de sensibiliser, tout en respectant l'éthique et la déontologie. Notre session se tient dans un contexte sociopolitique relativement tendu, qui impose aux médias un traitement plus professionnel de l'actualité que d'être de simples relais diffusant et publiant sans traitement des informations susceptibles d'exacerber les tensions et aussi troubler la paix et la quiétude sociale dans notre pays à tant besoin. En ces circonstances, je me dois de rappeler aux responsables des médias leur impérieuse obligation constitutionnelle de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les communautés, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. Il est évident que les médias nigériens, qu'ils soient publics ou privés, audiovisuels, écrits ou électroniques, sont libres d'impression et de diffusion, mais sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. Ils doivent donc savoir judicieusement jouir de cette liberté garantie par la Constitution, sans perdre de vue le rôle de modération du régulateur dans des situations conflictuelles. La présente session du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de juin 2020 comporte à son ordre du jour 5 points. Examen et adoption du procès verbal de la session de mai 2020, information sur le CC, examen et adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 001/CC du 23 mai 2018 portant règlement intérieur du CC, examen et adoption des travaux de commission d'instruction, 5 questions diverses. Ainsi, au-delà des modalités de délibération du Conseil supérieur de la communication et des conditions de mise en œuvre du régime disciplinaire des membres du CSC qu'a fixé le règlement intérieur, nous devons prendre en compte les modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la loi. Le projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 001/CC du 23 mai 2018 portant règlement intérieur du CSC, faut-il le rappeler, est inscrite à l'ordre du jour de la présente session, conformément à l'article 18 nouveau de la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, qui dispose qu'en cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux organes de presse publics et privés et aux moyens de communication en général, le président ou le bureau du Conseil supérieur de la communication peut, selon la gravité du manquement, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 17, 19, 20 et 21 de la présente loi, prendre l'une des mesures conservatoires suivantes: l'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission, l'interdiction de la rediffusion de l'émission, la suspension provisoire de l'émission, la fermeture temporaire de l'organe. Les mesures conservatoires ci-dessus énumérées sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la prochaine session du CSC. Le président du Conseil supérieur de la communication n'a pas manqué d'inviter les acteurs de la session ordinaire à faire preuve de responsabilité et d'engager des débats fructueux tout au long de leur assise. Parlons éducation dans cette édition, 22 jours après la reprise des cours pour parachever l'année scolaire en cours. Quel est le taux d'exécution du programme Réponse dans ce reportage signé Khalia Sami Moumouni Abdurrahman?
45 jours, c'est le timing durant lequel le programme de cette année académique en cours devait être parachevé à la reprise des cours. C'est du reste la volonté affichée des autorités à la reprise des cours après 2 mois de pause pour cause de la pandémie à coronavirus. Un timing que les enseignants essaient de respecter en se mettant à pied d'œuvre dans la dispense des cours. Nous sommes à mi-parcours par rapport aux 45 jours. Maintenant, même si on prend par rapport même à leur dire, si dans tous les cas c'est le taux le plus bas qu'on prend, par exemple 50%, si on a fait 50% pour faire le nombre de mois qu'on a eu à faire avant d'aller au congé forcé de Covid, imaginez qu'on dise maintenant en 45 jours de faire les 50%, imaginez la suite. Et dans ce cas d'espèce, je vous dis madame, il n'y a pas plus patriote qu'un agent que la fonction enseignante, c'est-à-dire l'enseignant, c'est quelqu'un en réalité, c'est pas parce que je le suis, c'est quelqu'un qui a l'amour de son travail. Et je vous dis que dans le contexte actuel, on était contraint effectivement de pouvoir créer une certaine synergie d'action dans le sens de pouvoir, qu'on le veut ou pas, de résumer le programme. De résumer le programme, de donner l'essentiel aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand vous demandez un travail qui a été fait pendant 4 à 6 mois, vous demandez à quelqu'un de le faire en 45 jours, dans tous les cas, vous ne pouvez pas attendre à quelque chose de réel et de qualité. Vous avez vu que les 2 semaines qu'on a eu à faire du cours, sincèrement, on est avancé. Pendant ce temps, du côté des syndicalistes du domaine, l'on dénonce une situation alarmante. Ce qu'ils disent est à part, ce que dit le terrain est à part. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, dans le milieu réel, il n'y a rien. Les élèves sont partis en brousse pour travailler. Et même s'ils venaient à l'école, il n'y a pas de hangar pour étudier. Et qui va rester là? Vous allez voir des écoles qui se sont réduites à une seule classe. Une seule. Une école qui fait plus de 200 élèves qui se réduit à 15 élèves. Bon Dieu, on fait l'école pour les enseignants ou on fait l'école pour sa propre image? C'est un choix à faire. Maintenant, si on a fait le choix de faire l'école pour sa propre image, et que bon, les bénéficiaires de cette éducation et les parents, les acteurs ont accepté, eh bien, on y va. Mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences, ce n'est pas les seuls décideurs qui vont... Est-ce qu'ils vont récolter les conséquences de ces genres de décisions-là? Non, c'est le peuple et les enfants du peuple qui vont récolter les conséquences de ces mauvaises décisions dans le secteur de l'éducation. Et la question de la gestion du système éducatif, souvent, les acteurs comme les syndicats doivent être des forces de proposition. Et Dieu sait que les syndicats ont fait des propositions qui n'ont pas été écoutées. Ils vont aller à des examens comme ça. Je ne sais pas comment il faut appeler ces examens, mais quel que soit le taux de ces examens, ils peuvent peut-être être triturés comme d'habitude, colmatés, fabriqués sur pièces, et essayer de les ventiler à la consommation de la communication. Parce que le véritable objectif de l'éducation ne sera pas atteint. C'est là une évidence. Ils iront à l'examen. Qu'est-ce que nous pouvons? On a préféré prendre cette décision de l'intérêt politique plutôt que de l'intérêt des acquis scolaires des élèves. L'un dans l'autre, on peut affirmer qu'à mi-parcours de la durée de 45 jours donnée pour parachever les programmes, l'année académique 2019-2020 est en passe d'être validée et les examens et concours sont d'ores et déjà programmés. L'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger, avec le soutien du Fonds monétaire international FMI, a doté les parents d'élèves du village de Kongouza Magandei des kits alimentaires et sanitaires. Le compte rendu, c'est avec Amadou Aruna. Pour conjurer la pandémie du Covid-19 et soutenir la scolarisation de la jeune fille, l'ONG FAD Niger a doté les parents d'élèves du village de Kongouza Magandei des kits alimentaires et sanitaires. Nous sommes réunis en ce jour à Kongouza Magandei, qui, rappelons-le, est un site d'intervention de l'ONG Femmes Action et Développement dans le domaine de l'éducation des jeunes filles. Aussi, tout dernièrement, nous avons visité ces sites avec une délégation du FMI, avec en sa tête le vice-président de cette institution. Du fait de notre engagement pour la promotion de cet établissement et de notre attachement à la population locale, nous y avons pensé en cette période de crise sanitaire. Crise due à la pandémie du nouveau coronavirus connu sous le nom de Covid-19, avec toutes les répercussions que nous lui connaissons, sanitaires, économiques et sociales, pour ne citer que cela. Cette remise de dons est composée essentiellement de vivres et de kits sanitaires pour aider les populations vulnérables de Kongouza Magandei à faire face aux difficultés existantes, mais amplifiées par le Covid-19. Cela est rendu possible grâce à l'appui de la délégation de la FMI qui a fait un don de 3 millions de francs CFA pour aider les parents d'élèves de cette communauté à faire face
à la transition jusqu'à la relance de l'économie. Ensemble, nous allons arriver. Vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés. Une action appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Nous remercions l'ONG FAD au nom du village et au nom des élèves pour lesquels ils sont venus nous aider. Il y a les enfants qui viennent à l'école, ils ne sont pas bien nourris quoi. Donc avec cette aide-là, on peut espérer et nous espérons que cette aide-là va prospérer, va continuer quoi. Ces dons viennent à point nommé parce que on est en train d'accompagner cette sortie de coronavirus. Il faut se dire qu'ici, la population, depuis même l'hivernage passé, ça n'avait pas très bien marché. Donc ça vraiment, c'est une chose qui est bien tombée. À travers donc, ces dons-là, donc, ça va leur permettre de surmonter beaucoup de problèmes, surtout que c'est un don qui est composé de kits alimentaires. Au nom des élèves du collège et du primaire, on remercie le ONG FAD et on l'encourage à faire plus pour que certains problèmes de l'école trouvent leur solution et encourager aussi les enfants à fréquenter l'école. Grâce à ce soutien de l'ONG FAD Niger, la joie s'y lit sur tous les visages des parents et des élèves bénéficiaires des kits alimentaires et sanitaires. Tout autre aspect dans cette édition, en cette période de pré-campagne agro-pastorale, l'aliment bétail est une véritable préoccupation pour les éleveurs. Ces derniers se plaignent surtout de la cherté des produits. Le reportage de Khalia Sani. Au Niger, l'accès à l'aliment bétail et le suivi de la santé animalière sont les principales préoccupations des éleveurs en cette période pré-campagne agro-pastorale. Le besoin en aliments de bétail est important, mais la production fourragère est déficitaire, surtout à cause de la pandémie du coronavirus. Ainsi, l'État s'est engagé à appuyer les familles vulnérables des éleveurs avec une vente subventionnée de l'aliment bétail. Du côté des associations des éleveurs, certaines, pour pallier à ces insuffisances, ont tissé des relations avec les pays voisins. La CNC-APES a signé une convention avec une société béninoise, et Sambo Company, SAR. Donc c'est avec cette société on arrive à mettre à disponibilité et l'accessibilité au niveau de nos éleveurs et de l'aliment bétail. On a distribué environ 1000 tonnes au niveau de nos bureaux zones, ici à Torodi, et dans la région de Dosso et Tilaberi principalement, et Maradi aussi. Donc ici, APES a mis à disposition des éleveurs et avec aussi en collaboration avec nos organisations d'éleveurs sœurs comme les AREN. Donc nous avons eu à mettre à disposition aux éleveurs environ 40 000 tonnes d'aliments bétail, principalement les tourteaux de coton. Pour le moment, nous n'avons pas eu encore... auparavant, nous avons d'abord essayé d'avoir ces aliments bétail à ce niveau, mais nous avons eu une convention avec une société béninoise qui nous livre ça un peu à un prix modéré. Vous voyez là, on arrive à vendre ces aliments bétail à nos éleveurs à un prix vraiment à moindre coût que sur le marché. La tonne est livrée à 125 et donc vous voyez le sac revient à nos éleveurs à 6 250 francs, ce qui est encore beaucoup plus moins cher par rapport au prix du marché à cette période. Il faut retenir par ailleurs que même si l'État subventionne l'aliment de bétail, il n'en demeure pas moins que cet aliment subventionné par l'État ne parvienne aux principaux utilisateurs, d'où ce cri de cœur. On subventionne les aliments bétail pour les éleveurs, mais on voit aussi sur le marché qu'au lieu que ça soit directement au bénéfice de nos éleveurs, c'est des commerçants qui achètent ces aliments subventionnés par l'État pour aller revendre ça sur le marché. Là, c'est obligé que ça devient encore beaucoup plus cher au niveau de nos éleveurs. Ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de s'assurer que les aliments subventionnés
par l'État arrive vraiment au niveau des bénéficiaires directs et non par l'intermédiaire d'autres commerçants qui encore enchérissent encore le prix. Actuellement, chez les vendeurs sur le marché, le sac 25 kg de son est vendu à 4 500 francs. Un prix exorbitant pour le petit éleveur qui ne dispose que de petites unités de bétail. Pour donc résoudre ce problème d'aliments pour bétail, l'État et ses partenaires doivent accélérer le processus d'acquisition engagé afin de rendre disponible et accessible l'aliment de bétail. Dernier aspect de cette édition, comment s'est faite la gestion de la pandémie du coronavirus pour les médias et quelles en sont les conséquences. Élément de réponse avec Bras Suleiman, il est membre de la maison de la presse. Quand on suspend les activités, ça a en fait arrêté le fonctionnement presque total de nos organes de presse, puisque nous fonctionnons sur la base de couverture médiatique, des activités, des ateliers, de ceci, de cela, et c'est ça en fait qui rapporte un peu à nos entreprises de presse pour leur permettre de fonctionner. Tout a été arrêté. Et cette situation a aussi trouvé une autre situation, puisque bien avant la pandémie à coronavirus, nos entreprises de presse sont dans des difficultés économiques, il faut le dire. Déjà, la situation n'était pas, en fait, elle n'était pas bonne pour ces organes de presse. Les salaires des journalistes sont mal payés, on ne paye pas à temps, et même ce qu'on donne, ce n'est pas grand-chose. Maintenant, quand la pandémie est venue, ou disons avec l'avènement de cette pandémie, presque tous les organes des médias ont amené la majeure partie, sinon 80% de leur personnel en chômage technique. Donc du coup, vous allez voir une télé qui a 50 personnes, vous allez vous retrouver avec 10, 12 ou 15 personnes, tout au plus 15 personnes. Les 30 là sont en chômage technique. Et quand on vous abonne en chômage technique, c'est la moitié de votre salaire qu'on doit vous donner. Maintenant, ceux qui sont en chômage technique, est-ce qu'ils bénéficient de ça, même si c'est leur droit, du moment où ceux qui travaillent sont là en train de faire, sans pour autant avoir quelque chose, puisque j'ai dit que bien avant cette pandémie, il y a ce problème qui est là. Aujourd'hui, même si on vous donne à temps, mais c'est combien on vous donne? Imagine quelqu'un qui a 50 000 les mois. On dit qu'on va lui donner, si même l'entreprise arrive à trouver, on va lui donner la moitié de son salaire. Donc, il va juste avoir 25 000 les mois. 25 000 francs pour un père de famille. S'il a 60 000, il va juste avoir 30 000. 30 000 à Niamey, qu'est-ce qu'il va assurer? C'est le loyer, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le carburant, c'est le téléphone, c'est la santé de sa famille, ou bien c'est le quotidien. Avec 30 000. Et vous rappelez aussi que déjà l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a sorti un chiffre où plus de 12 000 Nigériens sont en chômage à cause de cette pandémie. Donc, au niveau des secteurs des médias, ça nous a gravement touchés. Et c'est là en train aussi de nous toucher parce que la pandémie n'a pas fini. Les activités n'ont pas totalement repris. La situation persiste. Et dès que cette situation a commencé, par exemple au niveau de la maison de la presse, il y a eu cet appel. Je me rappelle à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le demain, la maison de la presse a appelé l'État de venir en aide au secteur des médias, surtout privés. Parce que si on ne prend garde, en tout cas, certains de ces organes risquent de fermer. Voilà, point final de cette édition, messieurs et dames, au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous présenter cette édition. Je vous dis très bonne suite de programme sur le Miroir de la Femme. Au revoir.